Il faut vous enivrer sans trêve. Et de quoi? Tout ça est une aventure. What we've got here is Vivre, c'est formidable, mais ça n'est pas sérieux. failure to communicate. Chers amis, que nos esprits s'épanouissent. Laurence? Ce sont là des œuvres plutôt mélancoliques. Les Anglais appelleraient ces œuvres-là des œuvres de spleen, plutôt. Je crois que sa musique, loin de dénoncer des caractères de farce, est une musique extrêmement intime et extrêmement pure. Chez lui, on ne voit jamais de traits difficiles ou d'octaves ou d'acrobatie pianistique. Satie écrit une musique extrêmement dépouillée. Satie a une énorme importance dans la musique moderne. S'il n'avait pas existé, il aurait fallu peut-être l'inventer. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans les causeries de Culture Sphère, premier épisode. Vous venez d'entendre la voix du pianiste Aldo Ciccolini qui nous parlait de la musique d'Erik Satie. Car c'est d'Erik Satie dont nous allons causer aujourd'hui, en compagnie d'un autre très grand pianiste, j'ai nommé Jean-Pierre Armengaud. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci de m'accompagner dans cette causerie. Mais avant de débuter, j'aimerais inaugurer ce premier épisode en présentant brièvement cette émission. Alors ces causeries ont pour objectif de revenir sur le parcours d'un ou d'une artiste, sur sa démarche, sa pensée, ses ambitions, et de comprendre ce que leur vie et leur œuvre ont de commun, ou de contraire. Ça peut arriver. Le motif est également la transmission culturelle, la volonté de ne pas réduire les artistes et leur œuvre en une peau de chagrin, car parfois c'est vrai que la vulgarisation à outrance tend à diminuer l'importance et le génie de la pensée d'un artiste, son rapport au monde, sa sensibilité, souvent complexe, en gros toutes ces choses qui font que les artistes ne sont pas tout à fait comme le commun des mortels. Alors c'est en compagnie d'historiens, d'écrivains, d'artistes comme vous que nous tâcherons de mieux vous faire appréhender, chers auditeurs, ces personnages, ces artistes qui malgré leur succès et leur renommée restent à bien des égards énigmatiques. Et je me suis dit qui mieux qu'Erik Satie pour évoquer en ce premier épisode les énigmes et les mystères qui enveloppent la vie d'un artiste. Jean-Pierre, vous êtes pianiste, concertiste, musicologue, ancien professeur à la Sorbonne. Vous avez écrit une biographie sur Erik Satie, publiée chez Fayard en 2009. Vous avez débuté votre carrière dans les années 60. Vous avez joué dans plus de 50 pays, sur tous les continents, dans les salles les plus prestigieuses, on peut le dire. Vous avez côtoyé les plus grands artistes, musiciens, comédiens, mais aussi penseurs, hommes politiques de toute la seconde moitié du XXe siècle. Et à vrai dire, quand on vous serre la main, cher Jean-Pierre Armengaud, c'est indirectement à un pan entier de notre histoire moderne que l'on serre la pogne. Vous avez embrassé le siècle écoulé, et vous embrassez celui qui commence. Et parmi tous les artistes que vous ayez interprétés, étudiés, aimés, eh bien Satie garde une place particulière dans votre œuvre et dans votre carrière. Donc première question, Jean-Pierre Armengaud, pourquoi Erik Satie? Vous savez, les grandes choses, ça arrive souvent par hasard. Bon, j'étais en Hippocagne, post-adolescent, une famille assez classique. Tout naturellement, on va vers les espaces de liberté, un peu d'incongruité, un ailleurs que l'on a toujours rêvé, même inconsciemment. Bon. Et puis un de mes professeurs de lettres pose une question. Allez les amis, il faut vous ouvrir l'esprit, il n'y a pas que la littérature, il y a la musique là. Qui connaît les morceaux en forme de poire d'Erik Satie? Je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de doigts qui se sont levés. Mais moi, j'ai levé le doigt. Ça m'a fait une grande notoriété, ça m'a fait monter mes notes, grâce à Satie.
Vous voyez, c'est pas forcément dans un lycée tout à fait prestigieux de Paris. Voilà, ça a commencé là. Et puis on m'a dit, bah tu devrais aller regarder de plus près. Tu en joues? Ah oui, mais je jouais 2 œuvres. Et qu'est-ce que je jouais? Ce que j'avais entendu, il faut lui rendre hommage. Ce que Aldo Ciccolini avait enregistré. Pour la première fois, ou pratiquement, bon, on dit ça souvent, il y a toujours quelqu'un qui a fait les choses avant vous, mais disons que lui, il a vraiment fait une première intégrale, bon, qui maintenant, c'est pas complète, mais je veux dire, qui était significative. Voilà. Bon. Et puis après, ben, il faut prendre un peu de distance. Hein. Satie m'a suivi toute ma vie, mais en fait, j'avais besoin de Satie pour évoluer. Bon, Satie a joué un rôle socratique dans ma formation et mon développement personnel. Bon, vous avez compris que je faisais à la fois des études littéraires, de sciences politiques, et puis évidemment de musique, des concours. Bon, tout ça dans un cadre assez formel et même encore un peu à ma génération cadenassé, avec des professeurs qui vous disaient « Ah, moi je vais te dire comment il faut jouer Chopin, comment il faut jouer Beethoven. » Ah bon? Comment le savait-il? Bon. Et quand j'ai lu Satie, avec un commentaire « Il n'y a pas de vérité en art », il y a une lumière qui s'est évidemment ouverte en moi. Et c'est devenu, voilà, mon compagnon d'émancipation, en quelque sorte, et peut-être je suis devenu un peu plus adulte grâce à Erik Satie. Eh bien, émancipons notre esprit, cher Jean-Pierre. Commençons à essayer de mieux comprendre qui était ce compositeur, qui était Erik Satie. Alors qu'on appelait Monsieur le Pauvre, le Velvet Gentleman, l'inconnu d'Arcueil, ou encore Ésotérique Satie. Alors difficile de cerner ce curieux personnage, cet homme au chapeau melon et au sans parapluie qui se présentait comme gymnopédiste lors de son intronisation au cabaret du Chat Noir à Montmartre à la fin des années 1880, et qui vécut le reste de sa vie comme un ascète, un Diogène bohème, un Socrate qui aurait ouvert la voie à la modernité. Satie fit tout pour brouiller les pistes, quitte à parfois laisser croire que son génie n'était qu'une imposture, mais Jean Cocteau ne s'y est pas trompé. Il avait écrit en son temps « Lorsque l'on demandait à Rossini qui était le plus grand musicien, il répondait Beethoven. Et lorsqu'on rétorquait « Et Mozart ?» il répondait « Vous m'avez demandé qui était le plus grand, pas qui était l'unique. » Si l'on m'interrogeait sur notre époque, je dirais que les plus grands sont Debussy et Stravinsky. Mais Satie, lui, est l'unique. » Fin de citation. Alors Jean-Pierre, quand j'ai préparé cette émission, j'ai fait face à plusieurs interrogations. La première difficulté, trouver un titre. Une problématique qui serait la synthèse de toutes les problématiques liées à Erik Satie. J'avais essayé des titres, mais tout me semblait instantanément réducteur ou stigmatisant. Et puis j'ai repensé à une citation d'Henri Sauguet, qui avait bien connu Satie, et qui disait « Satie fut et doit demeurer inexplicable ». Bon, j'avais un titre. Ensuite, je devais, en guise d'introduction, tâcher de définir Satie, de le décrire en quelques mots. Et une fois encore, je me retrouve face à un mur. Quand on essaye de le définir, on réalise presque tout de suite, une fois de plus, son irréductibilité. En fait, plus on en sait sur Satie, plus on sait qu'on ne sait rien. Vous-même, vous avez écrit dans un de vos livres, Les plus que brèves d'Erik Satie, à la librairie Séguier. Dans votre introduction, je me permets de vous lire. Le risque est immense. Parler d'Erik Satie, c'est se condamner à raconter toujours les mêmes histoires soi-disant drôles sur sa vie, ses boutades, son comportement artistique, et qui ont contribué à forger dans le public la fausse image d'un musicien farceur et mystificateur. À l'opposé, le risque existe aussi de se prendre au sérieux en analysant rationnellement le langage de Satie, comme s'il existait quelques systèmes philosophico-esthétiques à révéler au grand jour. Le piège vous guette à chaque pas. Eh bien, nous essaierons de ne pas tomber dans ces pièges. Jean-Pierre, si vous deviez définir Erik Satie en quelques mots, que diriez-vous? Que je ne sais rien. Je peux pas vous contredire là-dessus. Non, pas tout à fait. Non, le problème, tout ce que vous avez dit, tout à fait,
tout à fait juste. Et chaque chose est fausse et réductrice. Bon, effectivement, et quand on le joue, il faut pas se prendre la tête dans les mains. Bon, c'est là où c'est l'anti-Wagner. Bon, il faut accepter, vous savez, c'est la musique de l'écoulement du temps, Satie. Il faut accepter de laisser filer entre ses doigts les sons. Tantôt on les précède, tantôt ils vous précèdent. Bon, et c'est pareil quand on explique Satie. On peut le prendre par un bout, on peut le prendre par un autre. Satie est aussi l'anti-Satie. Cocteau, Picasso et Satie. Vous voyez le niveau qu'on parade. Bon, donc il a fait partie c'est vrai, à un moment donné, après les années 20, hein, tout en étant pauvre comme Job, et à la remorque des puissants et des amis riches du Faubourg Saint-Germain, il a fait partie de la coterie à la mode. Non, je crois qu'on peut, s'il fallait juste dire deux mots, avec des mots d'aujourd'hui. Oui. Bon, Satie, c'est une forme de musique écologique. Bon, il a au fond amorcé, à une certaine époque, une forme de décroissance musicale. Bon, il y avait Wagner, il y avait toutes les symphonies post-romantiques, les grosses symphonies, les grands orchestres, tout ça dans un monde bourgeois un peu étouffant, n'est-ce pas, qu'il fût viennois ou qu'il soit celui de la Troisième République. Bon, et lui, il est arrivé avec quelques notes qu'il a intitulées Gymnopédie. C'est vrai que les mots comptent beaucoup chez Satie. C'est là où Jankélévitch, tout à fait mon maître, Jankélévitch, je me suis eu la chance de travailler avec lui, de faire des conférences récitales avec lui. Bon, il est génial quand il dit les mots et la musique interagissent l'une sur l'autre. Bel exemple de pluridisciplinarité d'ailleurs. Voilà. Et donc, il est arrivé avec quelques notes, mais quand on regarde les gymnopédies avec le recul, c'est un nocturne de Chopin. D'ailleurs, Satie adorait Chopin. J'ai consulté ses notes au conservatoire. Bon, il était paresseux, comme Job d'ailleurs. La paresse et l'ennui faisaient partie de sa philosophie. Et il a failli avoir son prix au conservatoire. Finalement, il l'a pas eu parce qu'il n'avait pas travaillé. Mais il semble qu'il avait vraiment un son très bon pour Chopin. C'est un nocturne de Chopin avec la basse fondamentale décalée. Et puis un tempo un peu dandy, un peu plus lent, pas trop. On a beaucoup de mal à trouver le tempo juste Et il n'a pas aidé. Bon. Vous permettez, Ciccolini? Oui. Il est un peu trop lent. Bon. Et moi, j'ai fait un enregistrement, j'étais un peu trop vite. Ah, c'est pas facile. Toujours ce problème du juste milieu. Voilà. Ça montre que le temps n'est pas c'est pas scientifique. Eh ben, on reviendra un peu plus tard dans l'émission justement sur la notion du temps chez Satie. Je pense que c'est quelque chose d'assez important si on veut comprendre sa musique et son esprit. Mais avant ça, on va revenir sur sa vie, sur son enfance, comment il est devenu l'artiste qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur sa biographie? Oui, moi je crois que Satie, il a eu 3 traumatismes d'enfance. Tout le monde parle beaucoup de son enfance. Bon, alors ceux que tout le monde connaît, c'est-à-dire c'est un double orphelin. Donc il est né à Honfleur en 1866. Voilà, mais d'une mère anglaise, qui malheureusement est décédée quand il avait 7 ans. Hein. Sa grand-mère s'est noyée sur la plage. Il y avait des crises familiales aussi. Les grands-parents avaient vu d'un très mauvais œil que leur fils épouse une Anglaise. L'Anglais est l'ennemi héréditaire, évidemment. Dans la famille de Satie, on est armateur, courtier maritime, de père en fils. Le grand-père, la Légion d'honneur, il a connu l'embargo avec l'Angleterre. Donc évidemment, il y a une xénophobie, pour pas dire un racisme. Voilà, vous êtes normand, je vois que vous réagissez en normand. Exactement. Avec, comme Satie, comme la famille Satie, des caractères bien trempés.
Bon, et c'est vrai que bon, ils n'étaient pas très amènes vis-à-vis des Anglais. D'où d'ailleurs aussi ce problème que nous évoquions préparant l'émission du double baptême. Oui. Où il a fallu que de la religion anglicane, c'est sa grand-mère qui a obligé à se convertir au catholicisme. La mère baptise, après une longue bataille de négociation avec la grand-mère, la mère le baptise anglican. À l'époque, à Honfleur, il y avait une église anglicane. Donc. Et quand la mère décède, elle avait baptisé donc Eric et son frère Conrad, anglican. Et quand la mère décède, donc de maladie, une des premières choses que va faire la grand-mère, donc c'est les baptiser catholiques. Et le curé de Honfleur, très gentiment, m'a montré l'acte de baptême de Satie, et il m'a montré que c'était un baptême, ce qu'on appelle un baptême sous condition. Et les baptêmes sous condition, ce sont ceux qu'on prodigue aux enfants, aux orphelins, aux enfants qu'on trouve dans la rue, parce que on les baptise sous condition qu'ils n'aient pas déjà reçu un baptême. Donc, de la part de la grand-mère, de la part des grands-parents, c'est complètement renier la vie de ces enfants entre leurs 0 et leurs 7 ans. Ce sont des enfants de nulle part, presque. Je pense que ça a dû être très traumatisant pour Satie. Ça va peut-être aussi permettre de comprendre le Satie qui, lorsqu'il aura une vingtaine d'années, va créer cette secte, cette église, dans laquelle il va, ou plutôt avec laquelle il va excommunier les artistes, comme lui a été excommunié enfant. Oui, la vie de Satie, c'est la vie d'un exil intérieur. Voilà. En fait, et quand on dit que sa musique renoue avec un âge très ancien, il veut retrouver une mémoire qui même peut-être n'existe pas, qu'il a perdue, alors qu'il réinvente de façon plus ou moins vraie, plus souvent fausse. Bon. C'est un exil intérieur. C'est certain que voilà, c'est le syndrome de l'orphelin, mais du double orphelin, doublé quand même d'une insécurité paternelle. Bon, son père était visiblement quelqu'un qui avait très actif, une certaine forme d'intelligence, bon, mais pas très fiable, et semble-t-il assez facilement manipulé. Bon, et donc je ne suis pas bien sûr que voilà, son père soit beaucoup occupé de son fils, et quand il a voulu s'en occuper et qu'il l'a fait venir à Paris, là en fait, au lieu de le cadrer, il lui a montré ce qu'était la société avec ses quelques turpitudes, ses hypocrisies, ses faux semblants, ses prêtés pour des rendus, toutes ces compromissions. Il aura deux éducations un peu paradoxales, donc celle de son père dont on parlait, puis il y a eu aussi celle de son oncle, qui lui était... Alors, c'est la seule fenêtre, la seule fenêtre de liberté, il semble qu'il ait eu, avec sans doute son maître, son professeur, vous savez, l'organiste Vino de l'église Saint-Léonard, à Honfleur, qui l'a marqué, mais au fer rouge de la sensibilité. Bon. Mais son père, d'une part, s'est remarié, donc il a eu troisième type d'orphelinat, une fausse mère. Bon, ce qui est un peu le pire, qui a voulu le faire entrer dans le rang. Bon, comme dit Satie, on avait dépassé la dose. Et donc, je crois que il a accumulé en lui, au fond, une forme de colère un peu contre ce monde dont il se sentait rejeté. L'establishment, il s'est beaucoup ennuyé, en plus. Mais son père fréquente la population versaillaise, c'est un ami versaillaise, le Sénat. C'est un ami d'Albert Sorel. Voilà, le Sénat, les institutions, mais finalement, Satie n'en a pas vu, je crois, ce qui pouvait être le bon côté des choses. Donc il n'a pas voulu embrayer, et au conservatoire, il n'a pas eu de professeurs qui l'ont enthousiasmé. Et... Ça va se passer comment son entrée au conservatoire? C'est plutôt la belle-mère qui l'y renvoie, ou c'est le père aussi? Non, c'est-à-dire il y est rentré 2 fois, comme vous savez. Bon, il est rentré une première fois, puis il a fini par
se faire exclure parce qu'il était pas présent, il réussissait pas, etc. Bon, donc il est parti. Puis la belle-mère, avec aussi l'aide de Debussy, hein, a essayé de le faire rentrer au conservatoire, et ça n'a pas marché non plus. Et c'est là où il est parti faire son service militaire, avec une forme de désespérance, car cette idée de s'exposer poitrine nue à Arras, où il faisait ses classes, bon, pour être exempté du service, c'était à l'époque, une petite forme de suicide. Et je crois que il y a eu une tentation quand même suicidaire. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a pas tellement de preuves parce qu'on parlait pas beaucoup de ça à l'époque. Mais c'est sûr que Satie ne trouvait sa voie dans aucune des directions, car les éditions musicales que son père avait lancées, avec toutes ces petites rengaines, dont en fait il ne cessera de se moquer à travers ses pièces humoristiques. Car il y a aussi cette dimension, n'est-ce pas? C'est une réaction contre cette enfance familiale pas très heureuse. Bon. Et moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est ce geste qui est aussi très contemporain. Vous savez, on dit beaucoup qu'il y a une colère rentrée dans une partie de la population, qui a beaucoup de mal c'est pas seulement à vivre, mais à trouver un équilibre de relations sociales, etc. Bon. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est quand Satie, un jour, il a claqué la porte de la maison, pris ses habits, les a mis en boule, son baluchon, puis a mis le feu. Il n'avait plus rien. Et là, il était devenu Satie. Et donc, peut-être la période la plus heureuse, la plus démunie. En fait, Satie n'a pas toujours été démuni tout le temps, mais la plus démunie, c'est cette période de Montmartre, mais qui est une période post-communarde. Tout à fait. Là, on est à la fin des années 1880. Satie donc arrive à Montmartre, ce qui le confronte à son époque, à ses contemporains. Il découvre les artistes absurdes, ce qui reste des incohérents, Émile Goudot, Alphonse Allais, Sapec, Salis et compagnie. Il trouve dans ces cabarets un refuge où toutes les couches sociales se côtoient, s'amusent, boivent et portent en dérision tout ce qui peut l'être sur un ton de sarcasme libertaire. Donc Satie, comme vous disiez, quitte le foyer, il s'émancipe, il embrasse la vie de bohème, il rejette l'autorité paternelle en même temps qu'une société française en pleine rébellion contre la figure du père. Il n'était pas tiraillé entre deux mondes, il l'avait déjà choisi enfant quand il allait avec son oncle qui était un farceur, un alcoolique, qui était un peu le vilain petit canard de la famille. Déjà enfant, il s'est dit, je prendrai cette voie-là, et tout le reste, que ce soit le conservatoire, les journées à Versailles, côtoyer la haute bourgeoisie, déjà dans sa tête, il disait, c'est pas mon monde. Quand il arrive à Montmartre, il dit, je suis chez moi. C'est-à-dire à cette époque-là, je pense qu'il n'avait pas encore cette conscience que j'appelle politique, qu'il a eu toute sa vie, c'est qu'en fait, la musique l'avait tellement marqué sous les arcades de Saint-Léonard et après les stations mystiques à Notre-Dame, n'est-ce pas, que c'est ça qu'il voulait faire passer, et il était persuadé que la musique pouvait changer le monde. Il pouvait réconcilier, allez, disons un grand mot, les classes sociales, tous ces gens qui n'arrivaient pas à vivre, à trouver leur place. Il faut dire qu'à l'époque, vous savez, on parle de nos jours qu'il y a beaucoup de faillites, il y en avait encore plus à cette époque. Là, je vous laisse à penser comment était la vie économique. De l'époque, du jour au lendemain, on se retrouvait sans le sou dans la rue, et là, il n'y avait pas d'assurance vie, n'est-ce pas, ni de quoi qu'il en coûte. Bon, on se retrouvait, voilà, tout seul. Bon. Et donc, il a découvert à Montmartre tous ces personnages dont je voudrais citer le nom, qui sont des obscurs anonymes et qui étaient probablement des vrais artistes. Bon, Jules de Paquis, qui est devenu maire de la commune libre de Montmartre, Jules Bois, Pacory, Georges Auriol, Achille Laviarde, le clochard,
Bon, le Simons, le décapité parlant. On est en pleine absurdité là. Georges Auriol, Valdorin de Moluré qui adorait les mouchoirs. C'est pour ça que Satie, sur son lit d'hôpital, a réclamé des mouchoirs. Voilà. Tout d'un coup, il a découvert ce monde de pauvres gens, de pauvres bougres, n'est-ce pas? Je suis pas bien sûr qu'ils avaient à hésiter entre le fioul et le gaz pour se chauffer. C'est pas chauffé. J'ai beaucoup sillonné Montmartre. En plus, je viens de tourner un film pour Arte sur cette période-là. Mais il y avait une fusion, n'est-ce pas, par l'art et la musique qui a marqué au fer rouge Satie. C'est là où il a trouvé en quelque sorte sa voix, sans chercher encore, sans savoir encore exactement comment l'exprimer. Je vous parlais de désillusions avec les femmes. Bon, avec quelques aventures. On peut se faire l'idée que Satie avait un caractère très entier, très pur. C'est ça qui le caractérisait. On dirait aujourd'hui un hypersensible. Oui, mais dans hypersensible, il est un peu péjoratif. Il pourrait être un peu moins sensible, ça irait mieux. Non, c'est très absolu. Et au fond, il cherchait l'absolu dans l'art. Il n'y a pas de vérité dans l'art, puisqu'il a dit ça, sauf l'absolu dans l'art, c'est-à-dire celui... Bon. Et là, qu'est-ce qu'il a découvert? Que il y avait deux choses qui pouvaient unir tous ces gens. La première, c'est l'alcool. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Bon, on en parle beaucoup chez les poètes, un peu chez les peintres. Bon, Satie est l'exemple. L'alcool nivellateur. Quand on a plus de quelques verres dans le nez, on est tous égaux. Il en avait l'expérience enfant. Déjà, il est normand. On sait que dans les campagnes, à cette époque, il y a beaucoup d'alcoolisme. Son oncle était un grand buveur. Il buvait d'ailleurs en sa compagnie. On dit peut-être même que la première fois que Satie a bu, c'était avec son oncle. Oui, Seabird, il faut donner le nom. Oui, Adrien Satie dit Seabird. Voilà, Adrien Satie dit Seabird, ce personnage haut en couleur, au fond, un des seuls de sage, très grande jeunesse, qu'il a fréquenté, qu'il a emmené en bateau, mais quand on dit en bateau, il dépassait pas le bout de la rade. Il n'était pas très courageux, l'oncle, je crois. Un peu affabulateur, on fait cette idée. Mais Satie était fasciné, c'était déjà quelques paillettes, même s'il décryptait déjà à cet âge-là les choses. Oui. Donc il a découvert, voilà, première chose, voilà, l'alcool. La deuxième chose qui rassemble les gens, c'est le rire. Car quand on rit, on est là aussi tous égaux. Bon. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la mode de tous les humoristes, tous les chansonniers. C'est que tout d'un coup, là, ça y est, on est tous ensemble. Et c'est ce qui vous libère, ce qui vous libère dans une forme de communion avec les autres. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, c'était ça la ligne de Satie. La musique doit rassembler, doit changer, et par le rire, si on peut introduire un élément d'humour dans la musique, par le rire, vous faire prendre conscience de vous-même. Alors cette conscience, elle prend corps dans les cabarets. Ce sont des lieux de rencontre. Le tout Paris s'y côtoie. On pense notamment évidemment au Chat Noir, c'est le plus connu. Il est resté dans l'histoire comme étant ce lieu de rencontre où se côtoient toutes les classes sociales, des plus hautes aux plus basses, pour rire, pour boire, pour chanter, pour s'amuser, pour oublier peut-être les années qui viennent de s'écouler en France, la honte, la débâcle de la guerre de 70, ce bain de sang que fut la Commune. On ne sait même pas combien de morts ça a fait, 10,
20, peut-être même 30 000 morts, les Parisiens et les Versaillais qui se sont entretués. Dans ce cabaret du Chat Noir, premier cabaret à posséder un piano, ça va lancer une mode. On peut dire d'ailleurs qu'aujourd'hui ce sont des lieux qui n'existent plus. Pas dire ça existe, mais comment dirais-je, c'est perturbé par les médias, par les réseaux sociaux. De nos jours. De nos jours. Bon, j'allais dire, Serge Gainsbourg a un esprit, ça tient, mais qui a été qui a été perturbé, dévié par cette médiatisation. On ne sait plus ce qui est vrai et faux. Et c'est aussi en arrivant au Chat Noir et à Montmartre que Satie va modifier l'orthographe de son prénom et remplacer le C de Eric par un K, plus scandinave et censé rappeler ses origines normandes. Cependant, quand on sait l'enfance qu'il a eue et le peu d'attachement qu'il a vraisemblablement à sa Normandie, à son Honfleur natal, d'ailleurs, il n'y remettra, pour ainsi dire, jamais les pieds de toute sa vie. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt voir dans ce changement de prénom une volonté de se réapproprier justement ce nom et de faire une table rase de ce passé traumatisant? Oui, non mais ça c'est l'ambiguïté de quelqu'un qui est rejeté par sa famille, mais qui est en fait d'autant plus attaché à son terroir natal, et j'allais presque dire là où il a souffert. C'est notre forme à tous d'un certain masochisme. Bon, je crois que c'est assez, psychologiquement, c'est assez banal finalement. Bon, mais vrai, mais vrai, ça c'est sûr. Bon, un autre élément, moi je dirais simplement, c'est un graphisme. Bon, Satie est dessiné. Bon, ces petits cartons fantasmatiques, vous savez, des centaines de petits cartons qu'on a retrouvés dans la chambre d'Arcueil, où il a habité après, qu'il a fait sur les châteaux, des espèces d'affabulations de lieux, de territoires. Et c'est d'ailleurs très instructif, parce que c'est un compositeur, oui, il rêvait à la Normandie, mais qu'il avait rejeté. Bon, donc en fait, c'était un homme sans territoire. Et il était, moi je pense, un peu étranger partout. Il y a eu que dans sa chambre d'Arcueil, c'est pour ça qu'il est resté d'ailleurs. Il n'a jamais voyagé. Il s'est retrouvé face à lui-même. Oh, il n'a jamais dépassé tellement la frontière belge et Monaco. Voilà. Chez Satie, c'est un homme qui pensait qu'il fallait aussi se laisser vivre. Il fallait toujours cette notion du temps, laisser s'écouler le temps en soi. Vous savez ce que disait Georges Auric de Satie? Sa musique me plaît parce qu'on voit ses pensées à travers. Voilà, une transparence de soi. Ça va avec ce côté écologique. C'est une écologie psychologique, n'est-ce pas? Une épuration. De s'épurer, de dégraisser le mammouth que nous sommes tous. Presque alchimique, quoi. Bon, alors ça va quand on dit il a réagi contre Wagner, effectivement. Il a enlevé ce que certains appellent la choucroute. Choucroute, sans sauce. Il voulait une musique sans sauce. Sans sauce, voilà, réduite à... Mais pas non plus dans un esprit, comment dirais-je, d'ascétisme idéologique. C'est ça qui est, je pense, qui est intéressant et qui est très actuel chez Satie. C'est qu'il avait une idée, alors on peut dire qu'il était idéologique, hein, c'est une musique sociale qui doit transformer le monde. Bon, il est quand même un des premiers compositeurs qui s'est inscrit au Parti communiste. Enfin, bon. Mais après ça, il faut laisser la vie et la musique venir en vous, traverser. Et puis il y a des moments où il faut bien dire qu'il y a des moments où lui aussi a fait quelques œuvres mineures, un peu secondaires, moins réussies. Dans les rues de saloperie, entre guillemets, comme il appelait ça, c'est-à-dire les petites chansons qu'il a composées pour les vedettes de music-hall, pour Paulette Darty, etc. Bon, il y a
tout n'est pas d'une distinction absolue et d'une profondeur extrême. Mais je crois qu'il l'assumait, il assumait les deux bouts. L'extrême sophistication, qualité, réflexion, et en même temps une très grande simplicité. Je pense que ça a une résonance dans le monde d'aujourd'hui, avec cette mixité des musiques qui est en train de se faire, n'est-ce pas, aujourd'hui, entre musique contemporaine, musique actuelle, musique du monde, ce qu'on appelait musique du monde. Bien sûr, musique du monde. Écoutons Vladimir Jankélévitch. L'exemple de Satie peut induire en erreur parce que chez Satie, les textes qui figurent entre les portées ont imbibé, ont déteint sur la musique, n'est-ce pas ? Si bien qu'on attribue à la musique ce qui vient du texte. S'il n'y avait pas ces textes saugrenus, ne faites pas de bruit en mangeant, trop cuit, trop cru, etc., personne n'aurait envie de rire en écoutant les danses de travers, les gnossiennes, et par exemple les danses de travers qui sont souvent très très charmantes, très flexibles, presque foréennes, tout à fait sérieuses. Mais quand on lit dessous des remarques saugrenues qui sont celles d'un parasite invité à la table d'un grand-duc, alors on rit, mais la musique n'y est absolument pour rien. Donc si vous deviez deviner que c'est humoristique rien que par la musique, vous vous tromperiez gravement. Absolument. On peut faire comme ça beaucoup de devinettes. Je joue quelque chose qui est en fait une humoristique, mais comment ça ne sera humoristique pour vous que si vous le savez déjà. C'est donc un délire d'interprétation qui fait que vous savez déjà que c'est humoristique. Autrement, je dirais ça même de la parodie. Par exemple, si il y a dans ce que j'écris une strophe de l'hymne national, de la Marseillaise, ça fera sourire tout le monde parce que tout le monde en France connaît la Marseillaise. Mais si c'est l'hymne du Kenya, par exemple, ou de la Zambie, que vous ne connaissez pas, moi non plus, qui rira? Personne n'aura envie de rire parce que personne ne le reconnaîtra. Donc l'humour, comme la parodie, comme tout le reste d'ailleurs, suppose une pensée qui associe, qui a des souvenirs, qui est issue d'un certain milieu culturel, social, et qui comprend, qui interprète. Or la musique, elle est innocente, quelle qu'elle soit. Et par conséquent, elle n'a que les fonctions que nous lui attribuons parce que nous savons déjà quelque chose à son sujet. Eh bien, c'était le philosophe Vladimir Jankélévitch qui nous parlait de l'humour de Satie en 1978. Jean-Pierre, est-ce qu'on a tort de mêler la musique d'Éric Satie avec ses écrits, ses annotations et ses aphorismes? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage? Non, d'abord les textes de Satie ont beaucoup évolué. Toute première pièce, il n'y en avait pas. Bon, ça a commencé à partir des gymnopédies, et c'était uniquement des conseils à l'interprète. Bon, vous savez ce qu'il disait, c'est un secret entre l'interprète et moi. Bon, simplement les conseils, c'était pas plus fort, plus piano, andante, non, c'était ouvrez la tête, sans orgueil, voilà, c'est-à-dire des notations un peu pré-dadaïstes, déjà, parce que Satie a été vraiment... mais c'était l'époque du mouvement des incohérents, déjà. Bon, ça a été la première période. Bon. Ensuite, il y a eu une grande période où il n'y a pas eu de texte. Les morceaux en forme de poire, pas de texte. Alors, il y a eu les pièces mystiques. Bon, mais là, c'était des paraboles. Il y a le Fils des étoiles, par exemple. Ah oui, mais ça, c'est des choses de théâtre musical. Enfin, choses de théâtre musical. Mais pour avoir, moi, je pense une vraie interaction et presque une schizophrénie artistique, il faut attendre les pièces humoristiques. Bon, alors il y a eu aussi les textes de Satie sans musique. Alors on les a beaucoup attribués justement à quand il était à Arcueil, etc. La plupart de ces textes c'était des conférences qu'il a faites après les années 20, quand il était déjà
déjà Satie. Et bon, il allait quand même vers la fin un peu de son parcours. C'était un peu une forme de mémoire réinventée. Bon. Mais ces textes ne correspondent pas, on les applique aux œuvres d'une époque à laquelle ils n'ont pas été écrites. Voilà. Donc c'est vrai que ce qui interroge encore aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même peu d'exemples d'œuvres questions-réponses. Encore une fois, il y a une vraie schizophrénie d'expression artistique. Et c'est vrai que Jean Kelevitch a tout à fait raison de dire s'il n'y avait pas les textes, on n'aurait pas deviné que la musique disait cela. Encore que dans Les embryons desséchés, quand arrive la marche funèbre de Chopin, bon, on se dit quand même qu'il se passe quelque chose. Et que c'est... bon, on a d'ailleurs... Mais il y a un contexte, il arrive. Jusqu'à présent, employé le mot humour. Moi, personnellement, je préfère le mot ironie pour Satie. Parodie, parfois. D'ailleurs, Madeleine Millot, bon, voilà, que j'ai eu la chance d'interviewer longuement et qui a soigné Satie, vous savez, le dernier jour, disait toujours il n'y a pas d'humour en musique. Ça n'existe pas. Et Darius Milhaud pensait ça aussi. Bon, je ne suis pas forcément complètement de cet avis, mais je dirais plutôt mais il peut y avoir beaucoup d'ironie. Et dans beaucoup de compositeurs, y compris contemporains notamment, je pense à Ligeti, beaucoup d'humour, par exemple. Bon, Satie, ce qu'on n'a peut-être pas compris, c'est que c'était un humour très british. Donc c'est cette série de pièces humoristiques qui sont évidemment très intéressantes parce que Satie s'était accompli déjà, et c'est à partir de 1908-1910. Bon, et vous savez que Ravel l'avait ressorti de l'oubli, en quelque sorte, un peu de la pauvreté. Bon, et il était devenu, sinon quelqu'un de riche et d'extrêmement célèbre, mais de très connu. C'était un nom de la musique. Quand un Ravel dit Satie c'est le père de la musique moderne, ça compte. Là, on est en 1911 à peu près. Bon. Debussy avait transcrit sa troisième gymnopédie pour orchestre. Bon. Donc en fait, Satie, il était joué. Il était invité, puis comme il se produisait beaucoup en accompagnant des chanteurs, il faisait vraiment, je crois, partie bon. Mais lui-même doutait beaucoup de son chemin, car en fait, au fond, ce vedettariat, entre guillemets, un peu mondain, il le rejetait. C'était contraire à sa philosophie. Et en même temps, c'est là qu'il pouvait faire passer ces petites phrases et avoir un retentissement. Et donc ces pièces humoristiques traduisent cette contradiction. Mais au fond, mais qui suis-je? Où vais-je? Mais non, il n'y a pas de vérité. Mais non, il n'y a pas d'école Satie. N'est-ce pas? Oui. Et donc ces pièces, c'était fait pour démonter l'hypocrisie de la société. Dans ce cas, permettons-nous un petit retour en arrière lorsqu'il est encore à Montmartre et lorsqu'il rentre dans cette secte rosicrucienne avec le Sar Péladan. C'est l'époque où il va avoir un ton très pontifiant, il va après créer sa propre église, une sorte de secte en fait, totalement délirant, complètement absurde, et au travers de laquelle il va excommunier toute cette intelligentsia parisienne qui ne veut pas l'intégrer. Et là, il se tire une balle dans le pied en faisant ça. C'est de l'humour aussi, c'est de la dérision, ou c'est une fierté mal placée? Oui, cette période que vous évoquez, en fait, c'est sur le lancer d'une trajectoire que j'appellerais de la provocation. Et en fait, détruire, provoquer, ironiser. Ça a été ça quand même, les débuts de Satie. C'est-à-dire, ah bon, ce qu'il y a de mieux, c'est les opéras de Wagner qui durent 4 heures. Je vous fais un morceau, ça dure 1 minute et demie. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Bon, terrible pour l'Académie. Bon, c'est ensuite, je devrais être à l'Académie, puisque j'ai écrit une musique. Bon, on me refuse. Bon, je les excommunie en créant une église
voyez, c'est-à-dire, c'est dans cette, tout ça va dans cette trajectoire-là, qui accompagne une déception, j'allais dire, comment dirais-je, déception qu'il avait déjà des institutions. Il savait très bien qu'il n'allait pas le recevoir à l'Académie, mais il voulait prouver, vous voyez, ils vont me refuser, ils vont ceci, et quand je vous parlais de médiatisation, ben avec sa petite machine à écrire où il envoyait dans les rédactions 50 copies de l'excommunication du rédacteur en chef, ça avait un certain retentissement. En fait, c'est beaucoup pour ça qu'il l'a fait. Alors, ceci dit, ça n'empêche pas qu'il ne faut pas sous-estimer les côtés, je vais employer un mot, christique, chez Satie, d'attitude christique. Bon, je crois qu'il a été très marqué. Hein, christique dans le sens doloriste? Non, d'une part, non, christique au sens, d'abord, l'importance de la religion, et notamment de la religion catholique. Hein, cette guerre de religion dans sa famille l'avait certainement beaucoup marqué. Et une attitude christique, c'est-à-dire celle je suis avec les pauvres, je suis pauvre, j'ai la vérité parce que je garde en moi une pauvreté de cœur et d'inspiration. Une attitude christique aussi qui donne des verges pour se faire battre et qui empêche que beaucoup de ses projets réussissent. Car ça a quand même été ça aussi, Satie. C'est ce qui met en musique dans les sports et divertissements, tous les personnages se cassent la gueule, se noient, etc. Finalement, c'est quand même ce qui lui est arrivé à lui, mais on peut dire par sa faute aussi. Encore une fois, la formule, j'avais un peu forcé la dose, comme il disait. Voilà. Donc vous voyez, il y a le côté provocation, comédie, mais nourrie par cette colère. Bon, il fallait qu'il aille au bout, montrer qu'il était vraiment jeté par tous. Et puis, mais à côté de ça, il y a cette attitude effectivement volontaire de pauvreté musicale pour faire passer ce message que la musique réconcilie, message universaliste, n'est-ce pas, qui est très touchant, moi, qui me touche beaucoup, très pur, très idéaliste. Donc c'est un religieux, même s'il se crée une espèce de sa propre forme ecclésiastique, parce que lui il est le parcier, il veut aussi engager des fidèles, etc. Mais il est plus religieux dans le sens où il veut relier le rôle premier de la religion. Tout à fait. Il revient aux sources. Une forme de justice. Vous savez, l'empereur disait à Mozart, il y a trop de notes, vous savez, l'archiduc. Voilà. Et au fond, Satie, il aurait pu lui répondre, non, juste ce qu'il faut. C'est bien ce que dit Mozart, n'est-ce pas? Voilà. Dans la gymnopédie, il y a juste ce qu'il faut comme note. Il n'y en a pas trop. Est-ce que dans la musique de Satie, il y a plus d'intention dans la pensée, dans la démarche intellectuelle qu'on est en train de décrire et d'essayer d'expliquer, que dans l'écriture musicale elle-même très dépouillée, comme disait Cicconi? Est-ce que l'absence de virtuosité chez Satie découle de cette démarche, ou alors, comme beaucoup le disent encore, d'un manque de génie? Oui, bon, c'est un procès qu'on lui a fait, et je voudrais vous dire qu'on lui fait encore aujourd'hui. Vous savez, même quand vous êtes, comme moi, resté toute ma vie un amoureux de Satie et un défenseur, etc., on ne se fait pas que des amis, croyez pas. Et même parmi vos amis, j'en ai, mais je ne citerai pas le nom, mais voilà, qui vous disent, oh, c'est dommage, vous êtes un bon musicien, mais pourquoi Satie? Bon. Alors, entre nous, c'était Pierre Boulez? Voilà, enfin, je ne citerai pas non. Vous savez, les gens aussi évoluent dans leur... mais non, en tout cas... Il était ambigu, lui, Pierre Boulez, sur Satie. Pierre Boulez et d'autres de sa génération ont vraiment mené assez loin le combat. Alors pourquoi? Parce qu'ils se sentaient en danger. C'était des hommes qui essayaient de construire une architecture pérenne, durable,
n'est-ce pas, bon, qui avait décidé que, voilà, il fallait trouver la solution juste, le problème juste, un peu une musique à l'époque aussi très liée à un esprit mathématique. Hein, et puis en face de ça, il avait quelqu'un qui disait « Ah non, mais monsieur, il n'y a pas de vérité en art. » Ah moi non, vous savez. Non, pas plus. C'était insupportable entre nous. On a passé sa vie, voilà. Donc il y a un vrai antagonisme idéologique, mais je pense qu'il a existé un peu à toutes les époques. Je vous rappelle que Marguerite Duras, par exemple, avant d'avoir le prix Goncourt avec L'Amant, tirait à même pas quelques milliers d'exemplaires. Et tout le monde disait, oh, il n'y a rien, c'est quelques mots. Bon, ça a toujours existé dans beaucoup d'arts, y compris dans les arts plastiques, n'est-ce pas, le moins-disant. Bon, il y a toujours... et la redondance, au fond. Il y a une volonté. Toute l'histoire de l'art, c'est pas la querelle des anciens et des modernes, c'est la querelle du moins-disant et de la redondance. Je crois qu'il faut voir aussi que Satie était un pianiste, hein, c'était un interprète. Bon, comment dirais-je, c'était un animateur entre nous de boîte de nuit. Bon, il fallait qu'il sache tout faire, hein. Diriger, faire chanter le chœur, improviser, jouer de l'harmonium, du piano, accompagner un chanteur qui amenait une petite partition griffonnée, il improvisait dessus. Il faut un certain... C'était une forme de DJ, hein, de l'époque, mais manuel, pas numérique. Alfred Cortot, le pianiste, qui avait bien connu Satie, disait « Le propre du grand pianiste n'est pas d'ignorer la technique, mais de l'oublier. » Satie, lui, la technique, il l'ignore ou il l'oublie? C'est surtout d'être ouvert aux autres, l'interprète. L'interprète, il est ouvert à tous ceux dont il accueille les musiques des autres. Il faut de la technique pour ça. Pour les interpréter. Alors, sur la technique, la vérité, c'est que je pense que Satie avait des lacunes en sortant du conservatoire. Il était trop paresseux, il n'avait pas beaucoup d'intuition, qu'il les a comblés d'une certaine façon. Les morceaux en forme de poire, c'est très bien fait, hein. Il y a vraiment des œuvres. Mais en même temps, il a tiré parti de ses faiblesses. C'est-à-dire, il a voulu se fondre, voilà, sur ses faiblesses pour rester une musique accessible à tous, et ne pas tomber, voilà, dans une sophistication de clan ou d'officine. Curieusement, c'est curieux, lui qui a fait partie des Rose-Croix. De même, cette secte des Rose-Croix, c'est aussi, il se laisse un peu porter par les événements. Ça a été son premier emploi rémunéré. Chat Noir, il faisait des piges. Il y a peut-être eu un moment, petit contrat un peu plus large. Enfin, il faisait des piges, hein, comme à l'Auberge du Clou. Et puis tout d'un coup, on lui offre un salaire. Conseiller artistique. Alors il s'est dit, je vais leur faire plaisir, moi je vais aller danser comme toujours. Il va au bout. Puis il s'aperçoit que, sur quoi ça repose. Et l'esprit critique se met en route. Il se fâche avec Péladan parce que Péladan dit que Satie lui doit tout. C'est son élève, il l'a inspiré, il lui a donné le souffle de la création. Alors ça, Satie, évidemment, il ne supporte pas. On lui vole sa liberté et son libre arbitre. Et c'est là qu'il coupe totalement les ponts. Il publie une lettre dans Gil Blas. Dès qu'on s'attaque à sa liberté, à son libre arbitre, Satie fuit. Oui, alors c'est ça, parce qu'en fait on parle de choses, de mécanismes fondamentaux, mais comme vous savez, ça s'exprime de façon différente. Ces traumatismes. Il est évident que chez Satie, ça s'exprime beaucoup à travers, j'allais dire, une succession d'idées fixes. C'est un mécanisme psychologique qu'on connaît bien. Quand on souffre de quelque chose, eh bien, on fuit, en quelque sorte, et on met tous ses œufs dans une chose, fût-elle absurde, utopique. Et puis après, on change. Et donc, là non plus, il ne faut pas, attribuer... c'est aussi un mécanisme de résistance
cette pauvreté, vous parliez de marginalité. Bon, est-ce que c'est une marginalité? C'est pas bien sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des mots. Satie le savait, quand il les employait, il faisait mouche et il pouvait tuer. Il pouvait ridiculiser à tout jamais. Et je crois que c'est ce qui fait beaucoup, encore aujourd'hui, qu'un certain nombre de personnes de la communauté musicale se sentent en danger. C'est une musique plus intellectuelle que technique? Vraiment ni l'une ni l'autre. Satie n'était, justement, c'était pas un technicien forcené, c'était pas un intellectuel. C'est un érudit? Non. Ah, pour vous, ce n'est pas un érudit? Non. Ouais. Mais je vous ai dit, je ne savais pas qui c'était. Ouais. non, je crois que c'était pas un intellectuel. Un intellectuel vous savez, sans posture, se laisse enfermer dans son raisonnement. Bon, alors on dit beaucoup posture. Lui, il n'avait pas de posture. J'ai eu un éditeur qui me disait: ah, c'est formidable ce que vous avez écrit sur Satie. Oui, mais au fond, Satie, c'est une série de postures. Bon, ça me mettait en colère pour 8 jours, ça. Bon, non, la posture, c'était de la comédie, c'est de la provocation. Au fond, la posture, c'est, vous n'avez pas compris. Bon, je vais vous montrer. Voilà, très bien. Vous pensez qu'il faut que j'écrive une sonate, symphonie, avec 2 thèmes, et ça, qui se développe? Parfait, je vais vous le faire. Sonatine bureaucratique. Et puis, une œuvre ridicule, on sait pas trop ce que ça, etc. Bon, c'est de la provocation, c'est de la comédie, mais c'est pas du tout une posture idéologique. Vous voyez, c'est l'antiposture. Oui, c'est une antiposture. Et puis, je crois que Satie a eu espèce de, est-ce que c'est un courage, une honnêteté, plutôt une sincérité, bon, de mettre en scène ses doutes. Voilà, son cheminement. Parce qu'en fait, il aimait bien cette musique classique, de Chopin, etc. Bon, et même de Wagner, à un certain moment. C'est plutôt cette espèce d'attitude, vous voyez, de sincérité vis-à-vis de la musique, et de la relier, de l'ancrer dans un environnement social et naturel aussi. Hein. Et c'est ça il a convaincu Debussy de faire la même chose. Car il faut voir aussi que Satie a été le Socrate de Debussy. Hein. Il se voyait tous les 8 jours. Et Debussy était fasciné. Bon, il a très vite compris Debussy, lui, bon, vous voulez réussir. Hein. Bien, il a compris les failles de Satie. Hein. Bon, il a fait un ou 2 gestes vis-à-vis de lui quand même, c'est vrai. Mais enfin, bon. Mais ce qu'il faut voir, c'est cette force mentale, mais pas intellectuelle, vous voyez, mais cette force mentale de réconciliation du corps et de l'esprit, de sorte chez Satie. En ce sens, Debussy lui doit beaucoup. Énormément. Mais Debussy s'est trouvé en grande partie grâce à sa vie. J'en suis absolument persuadé. D'ailleurs, ça coïncide bien, les œuvres. Mais Debussy était d'une intelligence prodigieuse. C'était comme les grands génies, un prédateur d'idées. Et donc, il a su se faire convaincre par Satie d'aller au bout de sa voix. Debussy, il ne voulait pas non plus que Satie lui vole la vedette. Il l'accompagnait, il a orchestré ses gymnopédies, mais c'était un service rendu. Tout à fait. Mais en même temps, attention, quand Satie a commencé à avoir du succès, Debussy criait à la mystification. Absolument. Et puis la rivalité avec Ravel, enfin, entre Debussy et Ravel. Ravel s'en est servi pour louer Satie. Et c'est vrai que la Satie, je ne l'aurais pas nommé ambassadeur de France de la musique, vous voyez, Satie. Je pense pas qu'il avait un talent diplomatique extrême. Bon, il ne méritait pas le prix de Rome. C'était un homme de sincérité, voilà. Il n'avait pas fait ce qu'il fallait. Il
n'était pas prix de remisable. On n'aurait pas pu lui donner le prix de Romas. Vous savez, Il aurait accepté d'ailleurs. Est-ce qu'il l'aurait accepté? Il disait de Ravel, Ravel refuse la Légion d'honneur, oui, mais toute sa musique l'accepte. Et lui, Satie, sa musique, qu'est-ce que sa musique accepte? Qu'est-ce que lui n'aurait pas accepté? C'est-à-dire, l'antinomie des choses, ce qui se présente pour être à l'Académie, et qu'en même temps, il fait tout pour que ça ne marche pas. Ça marche pas. Bon, le ballet Up-Sud, il n'y a rien de plus iconoclaste, qui était quand même pour l'Opéra de Paris. Il aurait pu faire un petit geste là, pour s'adapter. Non, encore une fois, c'est une stratégie de l'échec, mais qui fait partie de son cheminement et finalement de son esthétique. C'est vrai que c'est un moment de l'histoire de l'art et de la musique. On est quand même là à la frontière. Il fait quand même partie de ces très grands créateurs qui sont passés d'une époque classico-romantique encore, à l'art contemporain. Donc on imagine ce que ça peut représenter comme un reniement, déchirement. Lui, il en a été l'artisan. Personnel, d'une façon. C'était sa façon à lui. C'était à la fois de dynamiter et d'inventer un nouveau monde métaphorique. Bon, mais qui, sans aller jusqu'à inventer un nouveau langage, mais qui se nourrissait du terreau, n'est-ce pas, de l'ancien, pour en montrer les failles, les limites. Et c'est en ce sens-là que vous disiez, c'est pas un intellectuel, mais c'est un philosophe de la musique. Mais un philosophe du temps sensible de la musique. Car il y a quelques pièces statiques qui sont un petit peu sèches comme du Moibar, mais il y en a beaucoup, il y a une certaine sensualité. Il n'y a pas que les gymnopédies d'ailleurs, et qu'il faut mettre en avant. C'est là où d'ailleurs pour l'interprétation, c'est vraiment une question d'équilibre presque digne de Marivaux. Vous voyez, pour trouver le ton juste, le tempo juste, et sans avoir l'air de dire, vous avez vu, hein, là, je suis dans le bon tempo. Là, on a tout faux. Il faut que ça soit naturel. Bon. Non, je pense par exemple à... vous savez que Satie a été beaucoup récupéré par les répétitifs américains, c'est bien, influencé. Bon, donc il y a eu des enregistrements de Satie très lents, musique planante, etc. Bon, je pense personnellement que je suis pas sûr qu'il soit, vous voyez, et de l'autre côté, il faut pas jouer Satie comme du Reynaldo Hahn. Il faut trouver, il faut exprimer des contradictions. C'est peut-être aussi par exemple, ce qui fait sa valeur. C'est de dire, au fond, qu'est-ce qui distingue la musique des autres arts? Le langage, quand vous dites il pleut, il pleut ou il pleut pas? La musique peut dire il pleut, mais le soleil est là. Dans la même phrase musicale. Et c'est là, vous la ralentissez, vous l'accélérez, vous rajoutez une basse, et ça veut dire quelque chose d'autre. Ça, c'est l'apport de Satie. C'est un apport esthétique. Pourtant, on le reconnaît plutôt à Debussy, ça. Ah ben Debussy, symboliste. Oui, ça vient de Satie. Oui, c'est un symboliste, tout à fait. Ça vient de Satie. Debussy lui a donné une ampleur. Il l'a intégré dans toute une problématique d'écriture. Mais au fond, Satie, ça ne l'intéressait pas trop. Les développements. La forme. Pas les redondances, les développements. Si la forme, si, condition qu'elle soit ramassée, qu'il y ait, au fond, juste le symbole. Voilà. Satie se sentait très proche des peintres. Il disait qu'il avait plus appris de la musique par les peintres que par les musiciens. Tout à fait. Debussy aussi était très proche des peintres. Il adorait Turner et il y a une relation très forte, fusionnelle pour Debussy en tout cas, la peinture pré-impressionniste. Non, mais bien sûr, mais même Monet. Enfin, et Satie, il fréquente les peintres. Turner, Whistler, etc. La peinture l'influence beaucoup. Et Satie se sentait à l'aise beaucoup plus chez les peintres, chez les musiciens, Derain. C'est quand même bon. On connaît assez bien maintenant Picasso. C'est pas si facile que ça de s'entendre avec Picasso. C'est même extraordinaire cette entente. Alors au fil des années, Satie est devenu un peu le Picassiette chez Picasso, hein, comme vous savez.
Bon, mais Et Picasso restera jusqu'au bout, il lui changera les draps à l'hôpital. Picasso restera un des rares. Oui, oui. Parce que il a senti qu'il y avait, voilà, chez Satie au fond, c'est un esprit, et un esprit qui est finalement assez proche de l'esprit français. J'ai beaucoup joué Satie à l'étranger. Bon, dans beaucoup de pays, accueil froid, personne ne comprenait. Et je me souviens d'un concert, c'était en Slovaquie, où à la sortie, après des gens sont venus du pays me dire « Ah, mais pour nous, c'est ça l'esprit français. » C'était intéressant parce que c'était pas les Français qui disaient ça, c'était des étrangers. Bon. Je crois que c'est assez vrai. Avec ce mélange, un peu d'anarchisme, un peu de je m'en foutisme, les utistes, n'est-ce pas, tous ces petits, les hydropathes, c'est issu du chat noir. Vous voyez? Bon, beaucoup d'intuition, de souci d'être toujours décalé. Et là, votre première question, vous me demandiez pourquoi j'étais allé vers Satie, c'était ça. C'était la liberté de ton et de pensée. J'ai senti, quand j'étais jeune, je me suis dit, mais c'est possible. Fin de la première partie de cette causerie consacrée à Erik Satie. Vous avez pu entendre les voix d'Aldo Ciccolini, du philosophe Vladimir Jankélévitch et bien sûr de mon invité Jean-Pierre Armango. On vous retrouve très bientôt pour la seconde partie de cette causerie où il sera question de l'esprit de Satie, de sa notion du temps et de son héritage et de sa place dans la musique actuelle et aussi dans le cinéma. Voilà, merci et à très bientôt.